Vassor, chargée de mission au SM3A. Voilà, donc je vais vous présenter quelques actions qu'on a pu réaliser dans le cadre de notre collectivité sur cette sensibilisation à la culture du risque. Voilà. Au cours du temps, bon, ce sera bien sûr des points ciblés, ce n'est pas une stratégie comme ce qui vient d'avoir été montré tout de suite. Voilà, on a une expérience maintenant SM3A d'environ 25-30 ans. Voilà, c'est vrai qu'on avait défini une stratégie tout au démarrage du premier contrat de rivière et puis après, on a monté un premier papier, un deuxième papier, on s'est intégré plutôt dans cet outil-là. Quelques actions qu'on a pu réaliser, mais avant, je vous replace peut-être le territoire du SM3A pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, voici notre territoire papy. Donc, c'est le bassin versant et un tout petit peu plus, puisqu'on a quelques… Donc, on a le cours d'eau principal déjà large qui prend sa source sur Chamonix. Je ne sais pas si on non, on voit pas on ne voit pas le… D'accord. Bref, donc, vous voyez à l'est, donc Chamonix, les sources de l'Arve. Et puis l'Arve se jette donc dans le Rhône, en aval immédiat du lac Léman sur Suisse. Donc, le bassin versant est dans le Papy. Et puis, on a quelques rivières transfrontalières qui se jettent directement dans le Rhône, qui font aussi partie de notre territoire. Donc, voilà, notre territoire, c'est en nombre de communes, 104 communes, voilà, dont 67 qui sont dotées d'un PPR inondation. Voilà. Donc, avec la mise en œuvre des outils réglementaires obligatoires qu'on connaît. Donc, première action sur laquelle je voulais mettre un petit peu l'attention, c'est les animations scolaires spécifiques risque inondation. Donc, qu'on réalise au SM3A spécifiquement sur ce risque depuis 2016. Et on a utilisé un jeu qui existe, que vous connaissez certainement, qui s'appelle RiverMed, qu'on a un petit peu adapté à notre territoire. Et puis, on a réduit aussi la durée du jeu, on l'a adapté pour les scolaires pour que ça rentre dans une demi-journée et qu'en même temps, on puisse adapter à notre territoire. Donc, 20 animations par année scolaire, environ 124 demi-journées depuis donc environ à notre premier papy. Voilà, 45 communes touchées donc sur les 104, je le rappelle. Et puis, quand on va dans les écoles comme ça, donc on a un animateur qui est dédié à cette problématique. Eh bien, évidemment, on essaie de faire le lien avec ce qui se passe sur la commune, les zones inondables, les travaux qui peuvent être faits sur ce territoire. On suggère aux instituteurs d'aller voir les PPMS des communes concernées, d'aller voir les mairies et de consulter le PCS communal. Et puis aussi de faire le lien avec les repères de crues historiques. C'est vrai que pour nous, ces repères de crues historiques, c'est un petit peu notre fil rouge. Et on aime bien aussi en parler parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout conflictuel, en tout cas sur notre territoire. Moi, je rajoute toujours le mot historique parce que les gens confondent sinon par rapport au niveau d'alerte qu'on peut installer par ailleurs, vert, jaune, rouge, il n'y a pas de problème, faites attention, etc. Donc là, c'est historique, on dit toujours ça s'est passé comme ça à un moment, c'est pas dit que demain, ça se passera de la même manière car les élus ont fait ce qu'il faut, on va dire. Donc, un petit bilan de nos animations scolaires. Vous voyez notre carte là du territoire reprise, donc en vert, c'est toutes les communes qui ont pu bénéficier de ces animations scolaires au moins une fois. En assuré, c'est nos communes dotées de PPR. Voilà, donc vous voyez, il y a encore du travail, on va dire, mais il y a déjà une bonne partie quand même du territoire qui… En fait, on fait une information, bien sûr, hein, aux communes, on passe beaucoup par les maires. Et puis, on laisse les écoles et les communes venir à nous. Hein. On n'impose pas, évidemment, de venir dans les écoles. D'animation scolaire. On a des petits outils qu'on a greffés sur ces animations, comme des petits livrets pédagogiques qu'on donne ensuite aux instituteurs s'ils veulent prolonger l'animation. Voilà, des plaquettes d'inondation, voilà, adaptées bien sûr à notre territoire, à l'histoire du territoire, aux outils qui existent, aux actions qui sont faites dans le papier, avec toujours des focus sur la spécificité de nos territoires de montagne également.
Et puis, si les écoles souhaitent, on peut prolonger l'action, toujours en termes de risque inondation, hein, on peut prolonger par plein d'autres choses, parce qu'on a aussi le MA dans la GEMAPI, donc on gère aussi, mais sur les risques inondation, on peut faire aussi des visites de chantier pour les communes, les écoles qui le souhaitent, des travaux en cours ou des secteurs à enjeu sur les territoires des communes proches des écoles concernées. Voilà. Alors, deuxième type d'action, donc on en a un petit peu parlé, ce sont ces fameux repères de crues historiques qui sont donc une obligation réglementaire pour les communes dotées de PPR. Donc, c'est une action qu'on a mise dans le papier. Et puis, on a pris l'initiative, en fait, le choix, c'est un choix qui a été fait, que ce soit le SMTRASA qui fasse les recherches pour l'ensemble des communes. Voilà, une première recherche, en tout cas, avec les éléments dont on dispose. Et puis, une fois qu'on a des repères qui nous semblent être identifiables, on va voir les communes, on confronte à la réalité du terrain, aux témoins qui peuvent exister sur le territoire. Et puis, on se met d'accord avec les communes pour les poser à des endroits un petit peu stratégiques. Ce n'est pas d'une évidence extrême, hein, parce que la difficulté, c'est de trouver des hauteurs d'eau et puis des sites un petit peu emblématiques où il y a des gens qui passent. Et puis, suite à ça, on établit des conventions avec, entre nous, le SM3A, les communes concernées, voire les propriétaires sur les bâtiments desquels on pose des repères. On a pris une charte graphique spécifique sur notre territoire qui est commune à l'ensemble du bassin versant. Et donc, on les fait construire, nous, fabriquer, nous, SM3A, et ce sont les communes qui les posent. Comme ça, tout le monde est impliqué, on se met d'accord, on va vraiment, nous, SM3A, accompagner les communes lors de la pose, et il y a des échanges à ce niveau-là. Donc, état d'avancement, hein, là, j'avoue que ces dernières semaines, on a pas mal avancé. On est aujourd'hui à 60 communes sur les 67 dotées de PPR qui ont un repère au moins posé ou alors validé par les communes. On s'approche du but, on va dire. Voilà, on a toujours un stagiaire longue durée, en fait, depuis 6-7 ans, un stagiaire dédié à ce sujet-là, ou des services civiques. Voilà, donc ce qui permet de faire avancer un peu le sujet. Voilà. Donc, 174 repères posés ou validés aujourd'hui dans 62 communes, dont 60 dotées de PPR inondation. Quand on pose ces repères, on a aussi des petites actions de communication et de sensibilisation associées. Donc, des articles, on propose des articles un peu type pour les bulletins municipaux des communes. On a notre page Facebook, l'on documente, on repose des points presse aux communes concernées, etc. Alors, la carte d'état d'avancement, vous voyez, toujours ces communes assurées, c'est celles dotées de PPR. Vous voyez qu'on est proche du but quand même. Tout ce qui est vert, c'est les communes où il y a un repère vraiment posé, vert clair, validé. Et il en reste assez peu sur lesquels on n'a pas atteint le but. Voilà. Quelques illustrations. Donc, des repères, ceux-là, ce sont ceux du Grand Bornand, pardon. Donc, comme on a établi une charte graphique, on peut proposer aussi aux communes de faire des panneaux associés qui expliquent ce que c'est qu'un repère déjà historique, la crue en question, les aménagements qui ont pu être faits, en l'occurrence ici depuis 87, vous avez certainement entendu parler des travaux et des aménagements qui ont été faits. Voilà, c'est une proposition qu'on fait, non obligatoire bien sûr. D'autres exemples, ici à Bonneville à gauche, à Sixte Fer à cheval aussi sur la vallée. Et puis, des fois, ça s'intègre dans des projets un petit peu plus vastes avec d'autres informations, d'autres communications sur d'autres sujets. Donc, voilà, comme ici à Tanage, par exemple. Un exemple de communiqué de presse, un exemple d'article de journal, libéré, voilà. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a posé ces repères, on les intègre dans la base de données nationale, repères de crues historiques, dont on a parlé. Les contributeurs, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on donne aux écoles, voilà.
qui est un élément aussi de prolongement finalement de sensibilisation de nos jeunes. Nous, on a vraiment vécu cette recherche de repères de crues historiques comme de la sensibilisation en fait, parce que quand on est allé un peu à des réunions pour faire progresser cette base de données, ben, c'est là qu'on a appris que finalement ça servait aussi au bureau d'études pour caler un peu les modèles, etc. Mais nous, à la base, c'était vraiment de la sensibilisation. Autre type d'action qu'on a pu réaliser, là, ce n'est pas dans le cadre du PAPI, mais d'un appel à projet qu'avait lancé Ségolène Royal à l'époque, en 2016, sur des sujets de sensibilisation, voilà, des projets de sensibilisation. Donc, nous, on avait répondu pour la réalisation de films en association avec notre télé locale TV8 Mont-Blanc, donc sur nos 2 TRI, donc sur le risque inondation. Donc là, vous avez les thèmes. On retrouve les repères historiques, les systèmes d'endiguement, les rivières torrentielles, la vulnérabilité aussi aux inondations. Ça, c'est un sujet. Bon, nous, on a mené 2 grosses études générales globales. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec un diagnostic un petit peu plus précis à l'échelle des bâtiments. Et là, ce sera aussi l'occasion, entre parenthèses, de vraiment échanger avec les bénéficiaires vraiment locaux. Là. Les laves torrentielles, la crue de 2015. Et c'est vrai qu'on a eu depuis très très longtemps SM3A des partenariats avec TV8 Mont-Blanc. Parce que pendant 10 années, on avait un petit sujet toutes les semaines différents sur les inondations, mais pas que. Tous les sujets qui pouvaient être liés de près ou de loin à l'arbre pour que les gens, finalement, avec la redondance de ces petites émissions, trouve un intérêt à aller voir ce que c'était que l'art d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, ça pouvait être, je ne sais pas, on avait un chocolatier à Annemasse, par exemple, qui faisait des galets de larves. On a fait une petite émission sur ce sujet, par exemple. Là. On dépasse un peu le cadre du risque inondation. Voilà. On rediffuse tout ça sur Internet, sur YouTube, et puis on a aussi un partenariat, enfin on a eu plusieurs partenariats avec Radio Mont-Blanc, notre radio locale, faire des petites émissions, des plus grosses, sur le thème du risque inondation. Dans cet appel à projet de Ségolène Royal, il y avait aussi la refonte de notre site Internet. Donc, vous avez une page de notre nouveau site, là, donc le volet prévention des risques d'inondation était dans cet appel à projet. Et donc, il est sorti là tout récemment, il y a quelques mois, avec une nouvelle charte graphique, un nouveau logo. Voilà. Et puis, qui on va développer, qui est vraiment embryonnaire aujourd'hui, un portail cartographique dynamique, là, qui est en cours de développement. Voilà à quoi il va ressembler. Donc, dans lequel on pourra mettre beaucoup de choses, avec potentiellement des accès restreints ou dédiés, soit au grand public, soit nous en interne, soit des partenaires. On a beaucoup parlé au cours de cette journée des partenariats et du partage d'informations entre les différents, ne serait-ce que les différents acteurs territoires, DDT, RDI, SDIS, communes, etc. Au moins avoir un partage d'informations relativement simple. Ça peut se faire par ce biais-là. Pour l'instant, on n'a que quelques cartes. Voilà, mais c'est amené à se développer. Donc là, c'est les cartes de territoire de nos différents contrats, dont le papier et la SMGRI pour ce qui concerne la risque inondation. Là, notre page Facebook. Et puis, dernier point sur lequel je voulais insister un petit peu en termes de sensibilisation au risque, c'était la formation de nos élus notamment, et puis des agents des communes. C'est vrai que c'est quand même des relais très importants et aussi chargés de l'alerte de la population, notamment en cas d'événement. Donc, on travaille beaucoup avec l'IRMA sur ce sujet-là. Et en cours de nos 2 papiers, pour l'instant, on en est au 4e parcours formateur. Donc, ce sont des séries de formations d'une demi-journée ou d'une journée sur différentes thématiques. Donc, souvent, il y a le PCS, le volet innovation spécifique dans les PCS, les DICRIM,
les POMS, ce qu'on appelle les POMS, plan d'organisation de sécurité dans des bâtiments précis. Et puis, les exercices type, voilà, donc on a 5 ou 6 demi-journées à chaque fois sur ces différentes thématiques. Et donc, les élus ou les agents des communes s'inscrivent et à tout ou partie de ce parcours. Ça fonctionne assez bien. Et ce qui marche vraiment bien, c'est les exercices quand même, il faut le reconnaître. Voilà. Et puis, dans le prolongement de ces formations, on a mis en place donc des exercices de crise d'inondation sur mesure, adaptés à nos communes, pour celles qui le souhaitent. On en fait à peu près finalement 2 par an, soit avec l'IRMA, soit avec d'autres partenaires, soit directement avec les communes, comme c'est assez simple, soit avec le SIDPC, pour quand il y a plusieurs communes, ou avec même des bureaux d'études qui sont en charge de mettre à jour ou d'élaborer des PCS. Bon, sur notre territoire, il n'y a pas de communes qui n'ont plus de PCS, tout en moins. Des fois un peu périmés, entre guillemets, mais toutes les communes sont dotées de leur PCS. Donc maintenant, il s'agit, oui, de tester ces PCS. Et puis, autre prolongement, ça, c'est encore avec l'IRMA, c'est la production de cartographie grand format à 0, où on en a mis la connaissance qu'on a en l'état actuel de nos zones inondables, de l'emplacement de nos digues. Voilà, donc quand ça existe avec des modélisations que nous on a pu faire, quand ça n'existe pas, avec d'autres données, style ce qu'il y a dans les PPR, voilà. Une valeur réglementaire à cette cartographie, voilà, parce que les communes, il y en a certaines qui sont un peu réticentes parce qu'elles croient encore une carte, attention, une fois qu'elle est produite, faire attention, voilà. Mais ça a eu un certain succès quand même, parce qu'on a proposé à toutes nos communes, et vous voyez que 28 communes, finalement, ont pu bénéficier de cette termine, là, l'action. 21 traitables. Voilà. Il faut que ça sorte. Ouais. Voilà, 28 communes donc maintenant disposent de cette cartographie grand format qu'elles peuvent donc sortir en cellule de crise quand elles se mettent en œuvre en fait. Et puis ça s'est associé au parcours formateur, mais pas que. On s'est rendu compte dans un petit bilan là que finalement, plus de 50 communes quand même depuis le début de notre action sur les risques d'inondation ont eu de près ou de loin contact avec le site FASA pour la mise à jour ou l'élaboration de leur PCS. Voilà. Sur les 67 communes qui doivent le faire, finalement, c'est des échanges plus ou moins élaborés, mais voilà, il y a quand même voilà, maintenant, les communes ont pris un peu le réflexe de venir vers nous, SM3A, pour amender le volet, un volet inondation dans leur PCS. Quelques illustrations, voilà, donc les derniers exercices de crise, voilà. Voilà un exemple de cartographie en format, là. Donc, avec, il y a différentes couleurs, parce que différentes sources, finalement, d'informations. Avec les de la carte opérationnelle, hein, c'est la carte. Donc, le carroyage. Opérationnel. Voilà, la bataille navale. Oui. Carroyage du 10. On a mis le carroyage du 10. De manière à pouvoir coordonner quand l'élu rural part à 3 h du matin auprès du commandant des opérations de secours et que parle le même langage. Et qu'il n'y a plus de réseau, Internet et téléphone. Pardon ? Il n'y a plus de réseau, Internet et téléphone, d'avoir le format papier. On en parlait. Disons que ça ne substitue pas beaucoup de choses, mais voilà. Il y a certaines communes qui le projettent aussi au mur, par exemple. Mais finalement, le format papier où tout le monde est autour, plastifié, on peut un peu gribouiller dessus, dire là j'ai barré telle route, là j'évacue tel secteur, c'est pas mal non plus en fait. Voilà. Et là, pour le coup, il faut vraiment attirer l'attention des porteurs que vous êtes territoriaux, parce que le décret paru la semaine dernière va amener les communes à vous questionner au regard de vos diagnostics de vulnérabilité, parce qu'on va leur demander de rendre des comptes sur la caractérisation des vulnérabilités dans le plan communal de sauvegarde. Le travail partenarial que vous avez
pensez bien que dans vos cahiers des charges à bien faire apparaître un traitement de la donnée à la granulométrie communale à vulnérabilité, parce que c'est de la matière, du matériel, on avait parlé pour la rédaction du cahier des charges, que vous pouvez remettre clé en main à vos collègues et pour le coup, ils s'en saisissent avec la carto associée dans leur plan communal. C'est quelque chose qui a bien marché. On va voir si c'est utilisé en fait, hein, parce que c'est tout neuf, ça vient d'être livré, on peut dire. Hein. Ouais. Voilà, donc à voir. Et puis, je pense que c'est au cours des exercices, on va voir si les communes les sortent, parce qu'il faut quand même remarquer que certaines communes, quand on fait des exercices, ne sortent même pas leur PCS. Hein. Voilà. C'est les conventions d'exercice avec une partie de les acculturer au support que peuvent être les cartes opérationnelles, les tableaux de bord pour l'aide à la conduite des opérations. Et c'est vraiment thématiser les exercices. Et moi, ce que je salue dans le travail qu'on peut avoir à travers ces parcours de formation territorialisés, Jean-François Goujard le disait pour le PTB Seine-Grand-Lac, c'est qu'au fil des mois et des années, les agents montent en compétences, se retirent et ils se portent eux-mêmes. Généralement, on positionne en observateur et animation des retours d'expérience. Et ça, c'est gagnant-gagnant parce que ça participe à la dimension managérielle derrière un porteur de papier qui se retrouve avec un animateur avisé, avec un regard expert sur ces questions-là. C'est la patronne. Là, puis dernier petit point qui en découle, donc c'est puisque dans le parcours formateur, il y a cet aspect d'e-crime, donc l'information en public, citoyen. C'est vrai que dans les papiers, enfin dans le dernier papier, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même cette action au papier où il y a un financement possible de la part de l'État pour mettre à jour, élaborer ou même diffuser ces écrits. Mais ça, c'est vrai que c'est un petit plus quand on propose ça aux communes, qui finalement permet des fois d'avoir le déclic pour mettre à jour ces écrits, parce qu'on s'est rendu compte au début du deuxième papier, là, il n'y avait quand même que 10% des communes de notre territoire qui avaient un DICRIM récent, à jour de moins de 5 ans. C'est quand même pas énorme. Hein, voilà. Il y a un gros travail à faire. Et là, suite à la signature de ce nouveau papier et à cette action où il y a le petit plus quoi, de la subvention État, ça aide en fait les communes à franchir le pas. Et à ce jour, on a donc 23 communes qui nous ont contactés pour se renseigner, ne serait-ce que se renseigner sur cette action. Et les demandes de subvention commencent à arriver auprès des services de l'État sur cette thématique, quoi. Voilà. Donc c'est bien, en fait. Voilà, des fois, il suffit d'une petite chose comme ça pour… Là, vous êtes confronté à l'IDEP parce que vous devez bosser dans l'accompagnement des communes. Vous leur mettez, entre parenthèses, la cuillère dans la bouche avec les documents préformatés. Ça aide, mais c'est déresponsabilisant. On se dit qu'on a un opérateur supracommunal qui veille au grain. Et je crois qu'il faut vraiment réfléchir aux conditions d'engagement du porteur de papier vers ces opérations, moyennant d'identifier comment l'acteur du territoire s'implique, parce que le maire va dire ok, derrière, non, derrière, vous aurez à faire des réunions publiques, etc. Sinon, ça déresponsabilise localement et là, on a perdu. Non, mais nous, on ne fait pas pour eux du tout. Hein, au CEM3A, on donne les informations, on propose, et après, ce sont les communes qui viennent vers nous, qui disent moi, j'ai besoin de ça. Oui, je suis preneuse de cette cartographie. Ah, j'ai vu que vous aviez des subventions pour les DICRIM. Moi, ça m'intéresse. Vous financez les animations dans les écoles, ça m'intéresse. Voilà. Mais on ne va pas faire leur PCS. S'ils nous demandent de jeter un œil sur le PCS, de venir les accompagner à une ou deux réunions, à fournir de la carto, à donner les dernières modélisations qu'on peut avoir, c'est tout bénéfice, évidemment. Là, on le fait, mais on ne va pas faire le PCS pour les communes, hein, certainement pas. De toute manière, on n'a pas les moyens de le faire. Ce serait contre-productif. Oui. Par contre, le partage d'informations entre les différents acteurs, alors là,
on a vu de ces choses, même au niveau des services de l'État. On a fait récemment une réunion SDIS, RDI, là, et nous, comme ça, voilà, parce qu'on éprouvait ce besoin. On a vu que dans le plan Orsec, les cartes qu'il y avait, elles avaient 10 ans, quoi. Et nous, on en a beaucoup plus récentes, quoi. Voilà, mais des petites réunions comme ça, finalement, qui ne prennent pas de temps, à la fin de la réunion, on s'envoie les modélisations et le document évolue et est plus à jour, quoi.